Radio Grand Lac, votre radio. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h15, soyez toutes et tous les bienvenus pour l'économie autrement. C'est votre rendez-vous d'émission faite par des passionnés de l'économie et on parle dans cette émission productivité, création de richesse et de salaire. On disait les Français très productifs, eh bien ce n'est plus autant le cas. Depuis le Covid en 2020, la productivité dans le domaine marchand non agricole ne cesse de reculer. Arrêt maladie record en 2022, plus 54%. Absentéisme répété, démotivation chronique. Mais qu'est-ce qui cloche vraiment dans le monde impitoyable du travail ? Et quels impacts cela a-t-il sur la création de richesses en France ? 50% des salariés du secteur privé touchent moins de 2000 € net par mois avant impôt. 50%, soit près de 5 millions de travailleuses et travailleurs. Alors c'est peu, diront certains, c'est déjà pas mal, diront d'autres. Mais nos revenus sont-ils vraiment à la hauteur de notre niveau de vie en France ? Vit-on mieux aujourd'hui en 2023 qu'hier ? Nous verrons cela dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie, à 19h, nous passerons au crible le partage des richesses et que peut faire l'État avec sa fameuse politique économique pour ajuster les inégalités. C'est à écouter tout à l'heure. Christian Colettis-Val, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, vous êtes également économiste. Alors je l'ai dit dans le sommaire, les salariés sont moins productifs en France depuis 2020, le Covid, vous confirmez ? Oui, je le confirme et c'est bien lié aux arrêts maladie comme vous l'avez dit, mais c'est aussi lié, et c'est peut-être moins connu, au recours massif aux alternants, qui est un nouveau modèle qui arrive, donc des étudiants ou des jeunes qui sont encore en formation et donc qui, pendant leur formation, travaillent. Et donc, ça coûte moins cher aux entreprises puisqu'il y a moins de charges. Et l'État, d'ailleurs, avait mis une aide pour l'alternance. Exactement, une défiscalisation importante. Et donc, ces jeunes-là sont arrivés en masse dans les entreprises. C'est une bonne chose à moyen terme, mais à court terme, il faut les former. Et donc, ils sont moins productifs et les gens qui les encadrent, perdent du temps à les encadrer, mais ça va se résoudre. Donc ce que vous expliquez, c'est pas lié qu'au Covid, c'est aussi l'alternance qui pèse sur la productivité générale en fait des travailleuses et des travailleurs en France. C'est ça, c'est l'invention d'un nouveau modèle qui est un peu comme un modèle allemand où les gens s'intègrent plus facilement et où on est en forte demande d'emploi, mais qui a un inconvénient qui est, on peut dire, transitoire. Alors, qui dit baisse de la productivité, dit aussi baisse du volume global travaillé ou pas forcément ? Non, celui qui dit productivité dit intensité du travail. La productivité, c'est la valeur créée pendant 1 heure de travail dans un pays. Donc on n'est pas forcément moins productif, ça ne veut pas dire forcément qu'on travaille moins. Non, pas du tout. Et au contraire, moins on travaille, plus on peut être productif. D'accord. Et il y a eu des évaluations sur des réductions du temps de travail marquées, genre 4 jours par semaine. Oui. Et il y a des entreprises qui se mettent aux semaines de 4 jours. Voilà. Et l'impact sur la productivité est tel qu'on voit à peine la différence. Ça veut dire que quand on travaille que 4 jours par semaine, on peut être tenté d'être plus productif, c'est ça ? On est plus motivé ? On est moins fatigué et donc on est plus disponible d'un point de vue intellectuel et donc ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, les pays où le temps de travail est le plus bas au monde, c'est l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, où on travaille moins qu'en France et ils sont plus productifs. Et moins de productivité, c'est aussi moins de salaire ? En fin de compte ? Alors ça, c'est une question de stratégie nationale et de partage macroéconomique. Décidé par les entreprises. Par les entreprises et par l'État, dans les conventions de branche, dans tout ça. Donc,
plus que le SMIC, dans les progressions de branches, tout ça. Alors on va en parler plus dans le détail bien évidemment dans la deuxième et la troisième partie de cette émission. En attendant, on va maintenant déterminer un petit peu le cadre comme on le fait souvent de nos analyses. On parle de performance économique d'un pays et en fait quand on regarde cet indicateur-là, on parle souvent du PIB, le produit intérieur brut. D'ailleurs pour parler un peu de performance économique, pour nous situer par rapport aux autres, on est 7e au niveau de la performance économique au niveau mondial et on est 2e en Europe derrière l'Allemagne. Alors, on est effectivement le 7e PIB au monde et face à nous, on a des géants comme l'Inde, comme la Chine. Donc, c'est une très bonne performance, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Et on est toujours dans le G7 d'ailleurs. Et on est toujours dans le G7, tout à fait. Et en fait, on est juste après, en ce moment, le Royaume-Uni et l'Inde et le Japon. Et la Chine, etc. Donc, et les États-Unis, bien sûr, mais c'est très serré. Et donc, l'Inde et le Royaume-Uni, on est dans une espèce de compétition qui peut changer. On peut très bien remonter de rang. Et il n'y a pas un déclin inexorable. Et donc, la performance économique, la mesure des richesses créées, elle se fait avec le fameux PIB, produit intérieur brut. Exactement. Ça mesure la croissance économique, en fait, c'est ça ? Ça mesure une partie de la croissance économique. Ça veut dire que le PIB, c'est tout simplement la valeur de tous les biens et de tous les services d'un pays produits en un an. Donc, vous prenez toutes les entreprises, tous les services privés et publics, vous regardez la valeur que ça représente, vous additionnez tout ça, et vous avez le PIB. C'est la fameuse valeur ajoutée, alors, c'est la fameuse valeur ajoutée. Dégagée au niveau de chaque entreprise. Exactement. Donc, c'est les valeurs ajoutées plus la TVA. Oui. Plus les taxes spécifiques. Voilà, vous rajoutez ça, mais c'est quelque chose qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, compliqué à calculer, parce qu'il y a plein de choses, comme le travail au noir, qui disparaissent de ça. Le travail dissimulé, l'économie souterraine. Exactement. Le trafic de drogue, par exemple, dont on connaît beaucoup de choses et dont on sait que ça draine des milliards par an, mais ça ne fait pas partie du PIB, bien que certains pays aient essayé de l'intégrer pour augmenter leur PIB. Alors justement, le PIB par tête en France, il se situe à quel niveau ? Alors, le PIB par tête, c'est déjà le PIB divisé par le nombre d'habitants. Et avant de vous parler PIB par tête, juste une chose, c'est que on a toujours cette impression de le mesurer de façon très précise, en se disant, cette année, on a fait plus 1,6% de points de PIB en plus. Il faut savoir qu'on a des marges d'erreur de plus ou moins 5%. Et donc dire on a plus 1% avec une marge d'erreur de plus ou moins 5%, c'est quelque chose qui est imprécis. Oui. Ça veut dire que tout ce que l'on sait, c'est qu'on est dans cette fourchette d'incertitude. Et comme on parle de milliards d'euros, le pourcentage a vite fait de donner des montants et des écarts de montants. Voilà, c'est que en fait, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, et ça va à un tel point qu'on essaye de s'y prendre autrement. Et on a des recherches qui fonctionnent assez bien, où on met en parallèle la croissance d'un PIB avec la luminosité d'un pays vu depuis l'espace par des satellites. Alors attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Vous êtes en train de nous dire qu'en gros, si je fais comme Thomas Pesquet, que je m'envole et que je vais au-dessus de l'atmosphère et que je regarde la Terre depuis là-haut, en fait, en fonction de là où il y a de la lumière, je suis capable de savoir si on crée ou pas des richesses. C'est ça que Exactement. vous dites. En gros, plus il y a de lumière, plus il y a de richesses. En fait, c'est juste un peu plus compliqué que ça, c'est l'évolution de la lumière. Ça veut dire que vous avez des pays qui sont très éclairés pour des raisons de sécurité routière, mais c'est l'évolution de cette luminosité qui est corrélée parfaitement aux évolutions du PIB. Et alors en France, la luminosité, elle augmente ? La luminosité, elle augmente, oui. Bon, D'accord. Bien que maintenant, avec les règlements de pollution lumineuse, tout ça, les choses vont changer. Ok, et au terme de classement, donc le PIB par tête en France, on arrive un peu à le quantifier, à le qualifier ? On arrive totalement à le quantifier, donc le PIB par tête. Alors déjà, le PIB, lui, c'est 2600 milliards d'euros. 2600 milliards d'euros de PIB. Voilà, donc en croissance de 2,6% cette année. Pour bien se rendre compte, parce que 2600 milliards,
ça représente pas grand-chose. Oui. Ça représente environ 8100 Boeing 777. Ouf. Donc c'est énorme, où ça représente 50 centrales nucléaires à 6 réacteurs comme ceux que le gouvernement Macron voudrait construire. Donc voilà, ça nous donne quand même des choses qui sont importantes. Et ce que vous C'est me disiez colossal. hors antenne pour préparer cette émission, c'est que chaque euro grappillé dans la richesse créée nous permet d'avoir des effets à long terme, en fait, c'est ça ? C'est ça. Ça veut dire qu'on a des retombées, on a des effets multiplicateurs, des effets de dépenses. On est dans ce que les économistes appellent les multiplicateurs keynésiens. Hein. Et pour créer de la richesse, il faut innover, faire ce qu'on entend beaucoup parler quand on fait des études d'économie, la fameuse destruction créatrice de Schumpeter. En fait, une innovation en chasse une autre. Il faut faire de la disruption, comme on dit, pour employer ce terme-là. Plus j'innove, plus je fais de la rupture technologique, plus je crée de la richesse dans un pays. Oui, alors on a cette innovation, enfin cette création destructrice. On peut prendre comme exemple ChatGPT, oui. donc ou l'intelligence GPT, artificielle. pardon, l'intelligence artificielle dont on sait qu'elle va remplacer beaucoup d'emplois de services, d'informaticiens, de programmateurs, de comptables, de etc. professeurs peut-être aussi. De professeurs et d'animateurs radio. Et certainement, peut-être, hein, ça fait peur. Mais il va y avoir d'autres métiers qui vont être inventés et de façon globale, le nombre de nouveaux métiers est supérieur structurellement à long terme aux anciens. Donc il faut pas avoir peur de cette création destructrice. Hein. Et par rapport effectivement à l'innovation, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un pays, on mesure sa performance à sa capacité d'accueillir des capitaux étrangers. C'est ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. C'est ça. Et quand on regarde la France, alors on peut soit se consoler, soit se désoler. C'est vrai que si on regarde le nombre de projets accompagnés par des capitaux étrangers, là on voit qu'on est plutôt très bien positionné à l'échelle européenne. Par contre, si on regarde les montants ou même le classement en termes de montants globaux à l'échelle mondiale, là, il faut bien le dire, les capitaux étrangers se bousculent un peu moins quand même. Voilà, ça veut dire que quand on investit en France, on a une rentabilité du capital très importante et notre dernière émission portait sur les retraites et finalement une des justifications du gouvernement, c'est on baisse les retraites un peu mécaniquement pour garder notre compétitivité économique et pour continuer à attirer les capitaux étrangers. Donc tout ça est lié. Hein. Et pour en revenir au PIB par habitant, oui. Donc on est en France en 2022 à 38 590 € par habitant. 38 000, c'est-à-dire qu'en fait, chaque individu, en moyenne, produit pour 38 000 € de richesse. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque c'est la population totale, c'est pas la population active. D'accord, y compris ceux qui ne travaillent pas. Exactement, là, on divise par la population totale du pays. Et donc là, on voit bien qu'avec le vieillissement, avec la population active qui se restreint, mécaniquement, cet indicateur va baisser, mais ça va juste évaluer le vieillissement de la population. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour pouvoir créer de la richesse durablement en France, il faut que la population active soit importante. Et en France, on sait qu'on a structurellement une part d'actifs qui est relativement faible, puisque dites-moi si je me trompe, on est 67 millions d'habitants en France et il y a 30 millions, c'est-à-dire à peu près la moitié de gens qui travaillent et donc fondamentalement la moitié qui ne travaillent pas. C'est le chiffre que j'ai aussi. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est... Et ça, c'est propre à la France. On regarde d'autres pays autour de nous. On a une part de population active qui est beaucoup plus élevée. En fait, c'est propre aux pays du Sud. Ça veut dire que vous avez les pays du nord de l'Europe dans lesquels vous avez des taux d'activité très importants et vous avez les pays du sud de l'Europe avec des structures familiales qui sont beaucoup plus traditionnelles. Le Club Med, diront les pays du Nord. Alors ça, c'est très méchant, mais bien sûr. Oui. Voilà, ou les États pigs, comme disent les Américains, mais ce sont des structures familiales traditionnelles avec un moindre taux d'activité féminin. Et donc, du coup, ça donne ce que vous décriviez. Alors, d'après l'INSEE, on a un taux de chômage à 7,2%
hors Mayotte. Alors c'est son niveau de 2008 en fait. Donc on a effacé la crise financière, on a effacé la crise sanitaire de la Covid-19. On peut dire que c'est une bonne chose pour la productivité d'un pays d'avoir un taux de chômage qui baisse de mois en mois. Alors, il n'y a là encore pas de lien entre performance économique et chômage. Et D'accord. ça, c'est les grands enseignements récents. C'est que finalement, le niveau de chômage des pays est complètement décorrélé des performances économiques. Pourtant, on pourrait penser le contraire. On en revient, c'est vrai que c'est pas intuitif, mais on en revient aux productivités, à la création de valeur par actif. Et finalement, le reste donne des effets de halo un petit peu. Et malgré les 35 heures, malgré le fait qu'on ait fait les 35 heures il y a maintenant déjà quelques années de cela, ça n'a pas forcément un impact direct sur la performance économique ou un petit peu quand même? Ça n'en a aucun. Regardez, on a, en préparant l'émission, fait la liste des pays du temps de travail le plus bas au monde en 2020. Le premier pays est la première économie européenne. Il s'agit de l'Allemagne. Voilà. Le deuxième, c'est le Danemark, qui n'est pas un pays connu pour ses faibles performances économiques, bien au contraire. Ensuite, on a le Royaume-Uni, la Norvège, les Pays-Bas, l'Autriche, avant la France, et on est avant la Suède, le Luxembourg et l'Islande. Donc on peut pas dire qu'on est mal encadré. On est encadré de pays économiquement performants. Bon, on a un petit peu la productivité qui se dégrade, on l'a dit depuis quelques années, et on voit quand même un événement ou un phénomène qui se développe, surtout pour l'année 2022, c'est ces fameux arrêts maladie. La moyenne d'âge des arrêts maladie, c'est 42 ans. Il y a eu beaucoup des moins de 30 ans aussi qui ont été en arrêt maladie en 2022 avec ce fameux variant Omicron. Ça vient peser quand même sur la productivité d'une manière générale. Ça vient peser. On ne sait pas exactement de combien de pourcents ça influence. Le fameux mal-être au travail, ce genre de choses. Alors, la perte de sens en est un autre, et tout le monde considère qu'il y a moins de jeunes sur le marché du travail, donc ils peuvent se permettre d'être plus exigeants, de chercher du sens, et ils vont démissionner beaucoup plus facilement que le faisaient des gens, des générations qui était avant. Oui, et les 15-24 ans, c'est la tranche d'âge où le taux de chômage est le plus élevé encore aujourd'hui. Oui, et ça c'est un problème spécifique à la France qui a un problème structurel de chômage des jeunes qu'elle partage là encore avec les pays du sud de l'Europe. C'est une maladie sud-européenne. Alors ce que je retiens quand même dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'on peut être performant économiquement même si on travaille moins. Ça, c'est une chose intéressante. Vous nous dites aussi que finalement, on peut être plus productif même en ayant un chômage de masse. Ça aussi, ça paraît intéressant. Mais dans les faits, on constate quand même qu'il y a quand même une baisse de productivité en France. Et on a le sentiment qu'elle va être structurelle. C'est-à-dire après la crise sanitaire, on a le sentiment qu'on va pas pouvoir réaugmenter la productivité. Est-ce que c'est un oiseau de mauvais augure de dire ça, ou est-ce que vous le confirmez? Comment vous voyez les choses? Alors déjà, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, c'est-à-dire que si je le savais exactement, je crois que je serais... vous seriez peut-être ailleurs. Je serais très très connu en train de parler dans une radio américaine internationale, mais je pense que on a des effets qui sont des effets limités dans le temps liés à ce Covid. On a ces effets donc liés à l'apprentissage et à l'alternance. Voilà, donc je pense que la productivité... Ce sont les deux raisons principales, le Covid et l'alternance. Le Covid et l'alternance. Oui, bien qu'on ait très très peu de visibilité sur tout ça, c'est très très difficile vraiment d'évaluer ça de façon précise, mais on peut penser qu'avec l'innovation, avec l'intelligence artificielle, ces productivités vont augmenter énormément. En se passant peut-être des humains, on verra. Oui, alors justement, ça sera une des grandes questions aussi, c'est comment sera alimentée la croissance économique. Et on a parlé tout à l'heure des investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire de ces investissements qui viennent d'autres pays, qui viennent en France justement, qui choisissent la France pour mettre de l'argent, pour financer des nouveaux projets. Ça, vous confirmez, c'est un levier important pour développer la croissance économique d'un pays, que les investissements étrangers viennent en France ?
Alors, c'est un levier dans le système actuel où on essaye d'attirer des capitaux coûte que coûte. On peut aussi se dire que ces capitaux-là sont à la recherche de rendements forts Oui. et donc ils peuvent plutôt aussi affaiblir les entreprises qu'elles rachètent. Ça veut dire que cette recherche un peu désespérée d'intrants économiques étrangers, ça peut nous poser de graves problèmes stratégiques. L'Allemagne, par exemple, a vu ses fleurons rachetés par des Chinois. Oui. Et donc, c'est pas forcément non plus un indicateur de performance, ni forcément une bonne idée stratégique. Et pas forcément des créations d'emplois aussi à la clé. Ça se traduit même assez souvent par des destructions. Alors, on parle de performance économique et encore un sujet qu'on n'a pas abordé dans cette émission, c'est les salaires. Donc, je pense qu'il faudra en parler. On va en parler justement dans la deuxième partie de cette émission. Quelles sont les différentes sources de revenus de la France? Quel est le revenu moyen, tiens, justement, en France? Est-ce qu'on vit vraiment mieux maintenant en France qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans? Eh bien, on va parler de revenus, effectivement, et la relation entre le revenu et la performance économique. C'est dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Radio Grand Lac. L'économie autrement, c'est à 18h38 sur Radio Grand Lac. Merci d'être resté avec nous. Je vous rappelle que dans cette émission, nous parlons de productivité, de mesure de la performance économique et aussi de salaire. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. Voilà, donc on parle de productivité, de création de richesse et de salaire. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie avec notre invité. Il s'appelle Christian Collettis-Val. Il est économiste et il est maître de conférences à l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors on va parler effectivement des salaires et des différentes sources de revenus. On parle souvent de revenus moyens, de revenus médians, mais déjà il faut qu'on parle de vocabulaire, Christian Collettis-Val. C'est quoi la différence entre un revenu médian et un revenu moyen ? Alors, on a toujours tendance à se rapporter aux moyennes de façon un peu intuitive. En fait, calculer un revenu moyen, c'est très facile. Vous prenez tous les revenus gagnés par toutes les personnes travaillant en France et vous le divisez par le nombre de personnes. Et en fait, c'est un indicateur qui vous donne un espèce de volume global. Donc, en France, on est à 2700 € net à peu près en moyenne. Donc pour avant impôt pour un équivalent temps plein. Mais par contre, 2700 € en moyenne, c'est pas forcément très parlant, parce qu'on se rend compte que quand on prend la médiane, c'est-à-dire autant de gens qui sont au-dessus qu'en dessous, là on est beaucoup plus bas. Alors là, donc pour aller au bout de l'idée, ce revenu moyen de 2700 avant impôt, ça nous dit rien. Ça nous dit il peut y avoir une personne très riche qui gagne tout et le reste qui ne gagne rien. Et qui fausse du coup la moyenne. Hein. Voilà, donc cette moyenne, elle ne nous renseigne sur rien du tout. L'autre indicateur de richesse qui est le revenu médian, c'est la moitié statistique. C'est-à-dire la moitié des Français vont gagner moins et la moitié des Français vont gagner plus. Et là, on est à 1850 € net par mois. Et donc, on se rend compte que c'est quand même significativement plus bas. Oui, et on a 50% des salariés français qui gagnent jusqu'à 2000 € net par mois. 50%. En fait, on est à 1850. Donc, 1850... Donc c'est le milieu, 50% des Français gagnent moins que ça et 50% des Français gagnent plus. Mais ce que je veux dire, c'est que la majorité des salaires se concentrent à 2000 € et moins de 2000 €, à 50%. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. c'est ça. Et on peut même regarder, alors là on a parlé de moyenne, on a parlé de médiane, on peut même regarder par décile. Ça veut dire quoi ? Alors le décile, c'est vous prenez la population, les revenus, et vous coupez en 10. Et vous avez les 10% les plus pauvres, les 10% les plus riches, et tout ce que vous avez au milieu. Donc, et qu'est-ce qu'on apprend alors ? Eh ben, on apprend que ceux du premier décile sont vraiment très très pauvres. Donc ils sont environ à 11 600 € par an. Ouais. Donc un peu en dessous de 1000 par mois. Donc ça va être du temps partiel. Ça va être du temps partiel, ça va être des mères isolées, ça va être des jeunes qui à la recherche de leur premier emploi, et ça va être des chômeurs. Oui.
Hein? Voilà, donc ça c'est le premier décile. Le 9e décile, vous êtes des 9 à 30 930 euros net par mois avant impôt. Donc vous êtes dans un monde qui est bien sûr complètement différent. Et c'est la classe moyenne aussi, hein, ces salaires-là à peu près. Alors, quand on parle de classe moyenne, généralement, c'est des revenus qui vont du SMIC jusqu'à quoi, 2000, 2500 euros net à peu près? Oui, c'est ça. Donc, et effectivement, ce décile 9, c'est la classe moyenne, et c'est au-dessus, dans les 10% les plus riches, qu'il y a de très très grosses différences. C'est la classe la plus hétérogène. Le premier décile, il est homogène. Oui. Hein. Par contre, dans le dernier, vous avez des gens, on peut dire encore presque normaux, et vous allez jusqu'aux pourcents les plus riches, qui sont les toutes premières fortunes françaises, où on a des niveaux de concentration incroyables, puisque on avait vu ensemble, par exemple, que le revenu de Bernard Arnault, la richesse de Bernard Arnault, équivalait au stock immobilier de la ville de Marseille. Oui, ce qui n'est pas anodin quand même. Ce qui n'est pas anodin. Ce qui donne un certain pouvoir d'achat. Ce qui donne une idée, oui. Et comment on se situe alors par rapport aux autres? Donc on a dit 1850 euros net de salaire médian. Les autres, ils font comment? Est-ce qu'ils font mieux que nous? Est-ce qu'ils font moins bien que nous? On entend souvent dire en France que le travail est mal payé. Est-ce que c'est le cas? Alors, notre niveau de vie médian, il est un peu au-dessus de la moyenne européenne. D'accord. Un peu au-dessus de la moyenne européenne. Donc, on a au-dessus de nous la Finlande, qui est beaucoup au-dessus. On a presque au même niveau que l'Allemagne. On a l'Autriche. On a la Belgique, qui est au-dessus de nous. Le Danemark, donc, qui est considérablement plus élevé. Et on dit aussi que le Luxembourg a des salaires plus élevés que nous? Le Luxembourg a des niveaux beaucoup plus élevés. Il est dans la tête de l'Europe. Et vous ne m'avez pas parlé de la Suisse. Alors la Suisse, effectivement, on n'est pas dans l'Europe, mais par contre, quand on regarde les niveaux de salaire médian notamment, on est à 6500 euros, enfin 6500 francs, donc un petit peu moins en euros, mais 6500 de salaire médian, ça paraît quand même assez élevé. On est dans la population la mieux payée au monde, donc effectivement, ça peut être élevé. Et pour des gens qui habitent dans cette région, en zone frontalière, on peut dire que c'est un véritable effet d'aubaine. Alors, c'est un effet d'aubaine, tout à fait, pour les gens qui le font. Pour les autres, ça peut l'être un peu moins. Une ville comme Annecy, par exemple, a d'énormes problèmes de structure immobilière. Les prix immobiliers vont s'envoler, et les gens qui travaillent en France vont avoir du mal à se situer, à travailler, à tenir ce niveau de vie-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi un énorme problème de développement structurel. Et faire fuir de la population du centre-ville parce qu'elle n'arrive plus à se loger. Voilà, et enfin c'est même pire que la faire fuir, c'est l'exclure de fait et créer des ghettos de riches. Et ça ne favorise pas la performance économique qu'on évoquait dans cette émission. Ça ne la favorise pas du tout, puisque la productivité, elle n'est pas créée par les plus riches. Oui, c'est intéressant de l'entendre, puisque la productivité du travail, effectivement, elle pèse sur une partie de la population, mais pas sur l'intégralité de la population. On verra qu'il y a différentes sources de revenus tout à l'heure. Mais quand on parle de revenus médians, de revenus moyens, il faut aussi parler des hommes et des femmes. Oui. Parce que là, il y a une différence aussi selon le sexe. Oui. Alors là, j'ai pas les chiffres très exacts. Oui. Par contre, et à chaque fois, on va le retrouver, pour les cadres, donc un salaire médian qui est de 4 350 euros mensuels. Les professions intermédiaires, il y a un énorme décrochage, 2400. Les ouvriers, 1800. Et les employés, 1800 également. Donc, les femmes sont en moyenne 20-25% en dessous pour toutes les catégories. 20-25% en dessous pour les femmes. En dessous, ce qui est souvent aussi une question de durée du travail, puisque les femmes travaillent à temps partiel. Temps partiel, et puis les congés maternité. Exactement, qui empêchent les progressions de carrière et l'accès à des postes d'encadrement élevés, bien qu'il y ait des efforts de fait qu'il faut saluer. Oui, et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent mesurent en ce moment aussi l'inflation qui nous pénalise, qui pénalise notre fameux pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut dire que les salaires augmentent suffisamment
par rapport à notre niveau d'inflation? Parce que là, on voit qu'il y a une pression clairement au niveau des salaires, qu'on négocie de plus en plus les salaires dans les entreprises. Quand on a 5-6% d'inflation, effectivement, les entreprises semblent globalement quand même plutôt jouer le jeu. C'est le cas? Alors, ça dépend bien sûr des entreprises, mais la question que vous posez, elle est difficile. Pour y répondre de façon précise, en fait, il faudrait connaître le taux exact de progression des prix. Ce que nous donne l'INSEE en termes d'inflation est une approximation. On pourra voir comment c'est calculé. Avec un panier moyen, c'est ça? Exactement, avec un panier moyen qui reflète un peu d'informatique, un peu de location ou de vente d'appartements, un peu de nourriture, un peu de vêtements, un peu de loisirs, un peu de scolarité, etc. Et cette inflation, du coup, elle vient gréver, elle vient pénaliser le fameux pouvoir d'achat. En fait, elle grève beaucoup plus le pouvoir des gens faibles économiquement, des faibles revenus, parce que eux, une part importante de leurs revenus part dans la nourriture, part dans le logement, dans l'énergie. L'énergie, c'est très important. Et en fait, pour eux, la progression des prix est beaucoup plus importante que pour les catégories de revenus plus élevés. Et Donc, pour vous dire, il y a bien un rattrapage de l'inflation beaucoup plus adapté aux classes riches que aux classes pauvres. C'est plus compliqué d'avoir une progression de pouvoir d'achat quand on a des revenus faibles. Exactement. Oui. Et quand on est riche, on sent à peine cette inflation-là. L'indice du salaire mensuel de base dans le privé a progressé de 3,8% sur un an. 3,8%, c'est bien, mais c'est en dessous de l'inflation. C'est moins que l'inflation, exactement. Et par contre, dans le même temps, la pauvreté, elle progresse. On sait qu'aujourd'hui, on a un seuil de pauvreté qui se situe autour de quoi? 950 000 euros par mois, c'est ça? Alors, c'est la moitié des salaires médians. Et encore, il y a un grand débat. C'est-à-dire le seuil de pauvreté, est-ce qu'il commence à 40%, à 50%, à 60%? Ça dépend des pays, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en gros, quand on veut parler du seuil de pauvreté en France, c'est 950 euros, 1000 euros, voilà, c'est ça? On est à 50% à peu près du revenu médian. Oui. Et effectivement, ça concerne à peu près selon le taux de calcul, entre 9 et 11 millions de personnes en France. C'est considérable. C'est même pire que ça, entre 5 et 11 millions, suivant la définition. Et on pense que c'est sous-estimé. Mais même 5 millions sur 30 millions de personnes actives, ça paraît élevé. C'est très très élevé, mais là encore, c'est la population globale. Oui. Beaucoup de pauvres ne travaillent pas en fait. Oui. Et donc cette population pauvre, en fait, on a l'impression qu'elle progresse, mais en fait, la part de la population reste stable depuis environ 20-22 ans. Par contre, vu que la population française augmente, si la part reste stable, le nombre de personnes pauvres augmente aussi. Donc en fait, c'est un trompe-l'œil. On pense qu'il n'y a pas forcément une progression de nombre de personnes pauvres, mais en fait, si elles augmentent bien en nombre. En fait, la part reste constante, mais le nombre de pauvres, lui, augmente. Et c'est pour ça qu'on voit la ruée, notamment dans tout ce qui est Restos du Cœur, associations humanitaires, notamment pendant le Covid aussi. Exactement. Et pendant cette période d'inflation. Et puis vous avez aussi les demandes de RSA qui bondissent. Qui donnent un indicateur qui est effectivement qui fonctionne. Mais le taux de pauvreté en France, il est, comme on vient de le dire, à peu près stable depuis les années 2000, mais on a eu, entre les années 1970 et 2000, une diminution assez forte. Et il y a un autre indicateur qui est intéressant, Christian Collet-Isval, d'observer, d'analyser, c'est le fameux coefficient de Gini. C'est quoi ce truc? À quoi ça sert? Alors, le coefficient de Gini, c'est un indicateur, là encore un peu approximatif, qui vous mesure les différences de revenus dans un pays. Donc, dans les pays les plus justes, on est à 0. Et dans les pays les plus inégalitaires, on est à 1. Donc plus on va vers 1, moins on est égalitaire. Plus on est inégalitaire. Un pays 1, ça pourrait être un pays qui serait une dictature avec une personne qui a tout
et le reste du pays qui n'a absolument rien. Et alors nous, on est comment alors ? Alors nous, on est relativement bien positionné. On est au-dessus de la moyenne européenne. Donc on est un pays qui est un pays plutôt égalitaire. Parce qu'on est redistributif. Parce qu'on est redistributif et parce que on a un fort taux de prélèvement public, effectivement, et donc on a un côté redistribution. Et comment ça évolue d'ailleurs ? Ça progresse ? Comment on est classé aussi au niveau peut-être européen ou par rapport à d'autres pays ? Donc cet indicateur de Gini, pour aller dans le détail, on est dans la bonne moyenne européenne. Notre indice de Gini, il est assez stable. En 1995, il était de 29. Oui. On a été vers plus d'égalité jusqu'en 2002, mais on est encore aujourd'hui à 29,3. Donc ça bouge en réalité très très peu. Et ces classements, en fait, ils n'ont pas grand sens parce que, en fonction qu'on est à 29,2 ou 29,3, on sent pas une différence, mais on peut glisser dans les classements. Mais autour de nous, donc les pays plus égalitaires que nous, on a l'Irlande, oui, l'Islande, on a la Suède, on a les Pays-Bas, on a la Belgique, et nous, on est à peu près au même niveau que l'Allemagne, que la Suisse. Oui. La Suisse est même un peu moins égalitaire que nous. Ah, intéressant. Ouais. Mais par contre, là, tous les pays que vous nous citez ne sont pas forcément des pays où l'État est très interventionniste, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de redistribution pour être un pays égalitaire. C'est simplement une question de répartition de richesse. Ça veut dire que là où vous avez peu de répartition, mais finalement des différences de revenus peu importantes, l'indice, il est proche de zéro. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en France, on a des gros écarts de salaire. On a des écarts de salaire plus gros que, par exemple, en Islande, en Irlande, mais en Suisse, il y a des écarts encore plus importants, en Italie aussi. Et quand on regarde la structure des salaires en France, on voit que par catégorie sociale, les écarts de salaire sont là aussi très élevés. Alors, effectivement, nous, on le retrouve et ça corrobore tout à fait ça. On a des différences très très importantes entre les médianes inférieures et ce qu'on peut appeler les 10% les plus riches. Là, on a des différences très importantes qui font de nous un peu un modèle américain. Et en fait, c'est intéressant que vous disiez qu'on ressemble à un modèle américain. Oui, de distribution de richesse, on peut dire un peu injuste finalement. Un peu injuste, un peu débridé en fait. Un peu débridé et on peut dire peut-être de plus en plus débridé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça aussi le sens de votre propos, c'est de dire qu'il y a des gens qui vivent du revenu du travail, donc qui ont un salaire, et il y a aussi des personnes qui vivent d'un revenu financier qui est pas lié forcément au travail. Et les revenus financiers, eux, progressent énormément, alors que les revenus du travail, eux, ont plutôt tendance à stagner ou à légèrement augmenter, c'est ça ? Alors, c'est le premier étage du raisonnement, c'est ça. Donc, quand on vit de ces rentes, on a des progressions qui sont corrélées aux progressions des bourses, des donc performances ça, ce sont les financières. actionnaires avec les dividendes, c'est ça ? Ce sont les actionnaires avec les dividendes, mais ce sont aussi simplement les produits placés en bourse avec des fluctuations que vous connaissez, qui peuvent atteindre 10, 15, 20% par an les bonnes années. Mais c'est toute une défiscalisation aussi. On pourra revenir là-dessus, mais même en allant dans les salaires, les 10% les plus riches, le décile donc des 10, lui connaît des progressions de salaire qui sont faramineuses. Donc pour résumer, parce qu'on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, c'est que finalement, vous nous l'avez expliqué, la pauvreté en France, elle progresse si on regarde le nombre de personnes dites pauvres, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, 950 000 euros, et que malgré tout, on a quand même une productivité en France qui est en légère baisse, qui arrive quand même à se maintenir, mais on a quand même un écart entre les plus riches et les plus pauvres qui progresse. C'est ça le résumé, c'est un écart plus important entre les plus riches et les plus pauvres et une baisse de la productivité ? On peut résumer ça comme ça, effectivement. On diminue un petit peu et
Et cette différence est en train d'exploser. Malgré le fait qu'on soit un État très interventionniste, le fameux État-providence à la française, malgré ça, malgré ce matelas social, on a une progression de la pauvreté. C'est ça. Et on peut montrer, on le verra sans doute après, que ce modèle redistributif a un effet très important sur la pauvreté, mais finalement, avec peu de moyens, vous faites sortir beaucoup de gens de la pauvreté. On pourrait être beaucoup plus performant. Oui, et on va continuer d'en parler. Christian Collettis-Val, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, à 18h57. On va marquer une courte pause et juste après, on va se demander justement ce qu'il faut faire, ce que l'on doit faire quand on est l'État français et qu'on veut gommer les inégalités que l'on vient d'évoquer ensemble. Si vous rejoignez cette émission, on est dans l'économie autrement sur Radio Grand Lac et on parle de performance économique, de salaire et de politique économique. Tout un programme. Restez avec nous. Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 19h01 pile, vous êtes sur Radio Grand Lac pour l'économie autrement et aujourd'hui on parle d'inégalité salariale, la progression aussi du nombre de travailleurs pauvres et on va justement se demander dans cette troisième et dernière partie que doit faire, que peut faire l'État pour amoindrir, pour gommer ces inégalités. Christian Collettis-Val, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, est toujours avec nous. Alors dites-nous un petit peu, Christian, quels sont les leviers de l'État pour justement venir gommer ce que je disais, ces fameuses inégalités, la progression du nombre de travailleurs pauvres. Le premier levier, si j'ai bien compris, c'est la fiscalité, c'est les impôts. C'est comme ça qu'on peut redonner un peu de pouvoir d'achat à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. En fait, ce sont les transferts sociaux. L'État prend aux plus riches pour redistribuer aux plus pauvres à travers des allocations, des revenus minima, des aides au logement, des aides sociales. Enfin, vous connaissez tous cette panoplie. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui contribue à réduire la pauvreté en France. Mais peut-être est-il intéressant de regarder aussi ce que vous donne différents types de classes, donc à partir de quand étant pauvre, quand on est un couple avec un enfant, à partir de quand étant classe populaire, à partir de quand étant classe moyenne. Alors à partir de quand on est en classe moyenne justement là ? Eh bien, on est en classe moyenne entre, et c'est marrant parce que la fourchette elle est encore large, entre 2700 et 4800 euros, on est classe moyenne. Donc, on rentre dans la classe moyenne pour un couple avec un enfant donc vous rentrez à 2700 et vous devenez classe aisée à plus de 4847 exactement. C'est précis, donc plus de 4800 euros, on est considéré comme étant aisé. Voilà. Pour une personne, à la revenu d'une personne ou un couple ? Pour un couple avec un enfant. Pour une personne seule, c'est beaucoup moins. Vous êtes classe moyenne à partir de 1495. 1495. Merci l'INSEE. Et vous le restez jusqu'à 2693. Donc entre 1500 et 2600 euros, je suis considéré tout seul comme étant classe moyenne. Voilà. Et vous êtes considéré être riche tout seul à partir de 3762 euros. Et donc la fiscalité, l'impôt, c'est une manière de renvoyer un peu de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, on a vu une annonce récente du président de la République, Emmanuel Macron, qui a annoncé une baisse des impôts. Alors au total, ça se chiffre à 2 milliards d'euros pour les fameuses classes moyennes d'ici 2027. Bonne, mauvaise idée. En tous les cas, là, on parle aux classes moyennes. Alors, on parle aux classes moyennes. J'ai envie de dire bonne idée qui pourrait être plus ambitieuse. C'est-à-dire qu'en fait, là, on joue sur les impôts sur le revenu, donc des impôts progressifs, qui ne sont qu'un des impôts français. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres impôts. Et puis, on a des impôts proportionnels et des impôts progressifs. Et ce qu'on ne sait sans doute pas assez, c'est que la première source de rentrée fiscale pour l'État, c'est la TVA. La TVA, bien sûr. Donc c'est une taxe que tout le monde paye de la même façon, que l'on soit au seuil de pauvreté ou au seuil de richesse. Proportionnel. 20%. C'est 20%, enfin 20% pour certains biens. Pour le taux normal. 5% pour d'autres, pas de TVA du tout pour encore d'autres, mais donc voilà. Donc il y a différentes
impositions, différentes rentrées. Et effectivement, les impôts sur le revenu, c'est le levier sur lequel on joue pour ces transferts. Et ça fonctionne par tranche, l'impôt sur le revenu. Alors, ça fonctionne par tranche. Avec le fameux bouclier fiscal qui avait été créé il y a quelques années, de dire je ne dois pas payer plus de X% d'impôts, c'était 50%, je crois. Exactement. Mais en fait, je crois que ce bouclier a été réenlevé. Oui. Il me semble, mais en fait, c'est quelque chose qui joue tout le temps. Pour ne pas que l'impôt soit confiscatoire. C'était pour ça qu'on avait fait ça. Exact. C'était très démagogique, cette affaire-là. Parce que 55% sur le seuil le plus élevé de la première fortune de France, je suis pas sûr qu'elle se rende compte de ça. Et de toute façon, elle a défiscalisé, elle a optimisé. Alors justement, c'était ce que j'allais vous demander par rapport à l'évasion fiscale, justement. Trop d'impôts tue l'impôt, pour reprendre cette expression-là, mais ça provoque aussi de l'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on compare et on va là où c'est le plus offrant. Exactement. Ça veut dire que quand on a les moyens de défiscaliser, eh bien, on le fait. On monte des holdings. C'est quelque chose qui se fait très très facilement aujourd'hui. Mais je suis pas sûr que ça soit la majorité des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent. Non, je pense que c'est notre cas à personne autour de cette table, mais je confirme. Mais la défiscalisation à partir d'un certain niveau de revenus, elle vous est même proposée sans que vous la sollicitiez trop. Donc il y a le levier de la fiscalité, on l'a dit. L'idée, c'est d'avoir un impôt qui soit quand même suffisant pour alimenter notamment nos services publics, la redistribution de l'État français. Mais il faut pas non plus que ça soit confiscatoire, on l'a dit, parce qu'à un moment donné, ça vient gréver le pouvoir d'achat. Et puis il y a un autre levier, c'est la politique budgétaire, le budget de l'État. Que peut faire l'État, que doit faire l'État avec son budget justement pour justement amoindrir la pauvreté dont on a parlé tout à l'heure? Ce sont les fameux transferts sociaux qu'on vient d'évoquer. Ça veut dire que le budget de l'État, sauf s'il souhaite s'endetter encore plus que 120% de son PIB, ce qui va finir par être problématique, il est dépendant de ses rentrées fiscales. Et donc, il est notamment dépendant du barème de l'impôt. Et plus on est performant économiquement, plus les impôts entrent dans les caisses de l'État. Alors, c'est plus compliqué que ça. La performance économique, elle n'est pas forcément corrélée à un niveau de revenu. Et donc, on peut très bien augmenter sa productivité sans que ce soit partagé, et les revenus peuvent augmenter moins rapidement que la productivité. Voilà, les revenus peuvent augmenter moins vite que la productivité. Exactement. Ouais. Et donc forcément, les impôts derrière ne progressent pas forcément non plus. Les impôts peuvent progresser moins vite, et là encore, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, mais d'une année sur l'autre, ces rentrées fiscales, elles peuvent varier assez fortement. Et l'idée de dire qu'il faut payer des impôts des 1 euro de revenus, c'est une idée qui peut aller dans le sens de plus d'impôts et mieux d'impôts? Alors, c'était une idée qu'on avait autrefois. Pendant les années 80, on en est revenu. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, le barème de l'impôt 2003 sur les revenus 2022, donc ceux qui viennent de déclarer doivent connaître, le taux d'imposition 0%, c'est jusqu'à 10 777 euros. Donc en dessous de 10 000 euros, on ne paye pas d'impôt. 10 777, attention, revenu fiscal de référence. Oui. Donc, vous enlevez les cautions, les frais, etc. Ensuite, vous payez 11%. Donc, entre 11 000 à peu près et 27 000, vous êtes à 11%. Ensuite, vous glissez à 30%. On passe de 11 à 30%. De 11 à 30, ce qui est énorme. Donc, quand vous passez au-dessus de 27 000, vous passez à 30. Donc, jusqu'à ce que vous gagnez 78 000, donc en revenu imposable. Ensuite, vous passez à 41%. Et là, on n'est plus dans la classe moyenne. Alors, c'est très rigolo parce qu'on passe de 11 à 30, donc un pas énorme. Et ensuite, on ne progresse plus que de 11. Et ensuite, quand on est supérieur à 170 000, on ne progresse plus que de 4%. Ça veut dire que plus on gagne, moins la part supplémentaire d'impôt est coûteuse. C'est-à-dire que ce qui est coûteux, c'est d'entrer dans les classes moyennes. Par contre,
devenir riche ou super riche, en termes d'impôts, ça devient beaucoup moins coûteux. Donc le bouclier fiscal, d'une certaine façon, il existe encore. Ce que vous voulez dire, c'est que le poids des impôts quand on est très riche, voire riche, ça a moins d'impact forcément que quelqu'un qui a un bas salaire ou qui est dans la classe moyenne. Voilà, ça fait beaucoup moins mal à payer quand on est riche. Pour dire les choses plus trivialement. Voilà. Donc les 10% de foyers fiscaux les plus aisés, donc notre dernier décile, ils payent en moyenne 14 000 € d'impôts sur le revenu par an. Et en France, on sait que le poids des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire tous les impôts et taxes confondus, c'est 45% à peu près. C'est 45% du PIB. 45% du PIB. C'est un niveau qu'on juge souvent élevé en France. Est-ce qu'on aurait intérêt à le réduire, ce niveau de prélèvement obligatoire, pour justement aller dans le sens de peut-être plus de justice, plus de répartition, plus de redistribution ? Ou pas forcément? Alors, ça encore, c'est une question... De point de vue. On pourrait en débattre des heures, c'est une question de point de vue. On est en train de voir que finalement, on pourrait peut-être un peu augmenter pour les plus riches, pour la dernière tranche, et le redistribuer un peu plus... de façon un peu plus... Enfin, centré sur les plus riches. Oui, mais peut-être au risque de les faire partir, comme on peut parfois le dire ou l'entendre. Oui, mais vu que de toute façon, ils optimisent de toute façon fiscalement, ils n'ont même plus besoin de partir. Alors ça, c'est la politique budgétaire. Il y a un autre levier, c'est la politique monétaire. Donc là, c'est plus à l'échelle européenne, au niveau de la Banque Centrale Européenne, parce que la Banque Centrale Européenne, elle fixe ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur. Donc c'est-à-dire le taux d'emprunt d'argent par les banques commerciales. Et c'est vrai que si le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale augmente, moi derrière, quand je vais faire un crédit, ça va me coûter plus cher. C'est ce qui arrive en ce moment. Ça, bien entendu, ça vient gréver le pouvoir d'achat. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce taux de base bancaire, en fait, c'est le taux auquel les banques commerciales, donc les banques où vous avez des comptes, peuvent emprunter de l'argent à la Banque Centrale Européenne. Oui. Ensuite, il y a d'autres taux qui sont les taux interbancaires, et vous en avez des centaines dans tous les pays à quelques heures, à quelques jours, à quelques semaines, à plusieurs années. Et ce sont ces taux-là qui influencent la demande de crédit et l'offre de crédit. D'accord. Donc c'est plus compliqué que ça. Vous avez un lien, le lien que vous évoquiez, il est correct, mais ce lien est indirect. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait avoir une hausse des taux, donc de base européen, des TBB, mais une baisse des taux interbancaires. Donc il y a beaucoup de configurations, mais globalement, effectivement, cette hausse des taux est un coup de frein aux emprunts économique. C'est le cas en ce moment. Exactement. Et donc, on voit que les prix immobiliers, par exemple, commencent à hésiter, là où en Allemagne, ils ont déjà fortement baissé. Et ce que je voulais dire par rapport à notre thématique qui est la performance économique, c'est que forcément, plus les taux augmentent, plus la performance économique est ralentie. Alors, là encore, la performance économique, effectivement, va dépendre, si on fait l'hypothèse qu'une entreprise emprunte pour investir, pour produire, effectivement, la performance économique diminue. Il y a un autre élément, c'est que l'investisseur, il va se dire, si les taux d'intérêt augmentent, est-ce que j'ai intérêt à placer mon argent sur des produits financiers? Oui. À ce moment-là, rentable, et je vais faire la comparaison avec le rendement économique financier des entreprises. Et en fait, le principal danger, il est là, c'est que quelque part, les capitaux qui bougent partout autour du monde aillent là où c'est facile, et finalement, l'investissement diminue, et là, on risque une récession, une hausse du chômage, et donc là, on a des effets sur la pauvreté, sur le taux d'activité économique, qu'on est en train de vivre en France, mais on est un peu rattrapé par cet amortisseur démographique. Il nous reste quelques secondes, Christian Collet-Isval, pour aller jusqu'à la fin de cette émission. Le temps passe très vite. J'ai plus un défi en fait à vous demander pour la fin de cette émission. Une question, je vais vous demander en 30 secondes de me répondre si c'est possible. Est-ce que vous diriez qu'en France, le travail est bien rémunéré ? Alors, contrairement à ce qu'on croit, on a toujours l'impression qu'on est de moins en moins bien rémunéré. Les classes moyennes sont à peu près stables. Elles sont à peu près stables et elles maintiennent un niveau de vie.
Donc non, il n'augmente plus comme il pouvait augmenter dans les années 70 et 80 où on avait des 8 à 10% par an. De progression, ouais. De progression. Donc c'est en train de se ralentir. Ça continue de s'accroître faiblement. D'accord. Et pour ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire ceux qui sont proches du SMIC, là, on a le sentiment parfois que ça progresse un peu plus vite, même si ça reste dur, bien sûr, mais parce qu'il y a ce fameux matelas social. Il y a ce fameux matelas social et effectivement, l'intervention de l'État, cette redistribution, avant redistribution, on aurait 23 points de pauvreté en France. Après redistribution, on est à 15. Mais encore là, 7 points, vu ce que ça coûte, on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. En tous les cas, ce que vous nous dites, c'est que la classe moyenne, aujourd'hui, elle a un salaire qui, par rapport à son pouvoir d'achat, évolue relativement correctement. Relativement correctement. Même si ça reste dur parfois, voilà, avec l'inflation. Hein. Et en fait, on a plus un problème de projection dans l'avenir. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas certain de le garder et donc on doute. Eh bien, il faudra peut-être refaire d'autres émissions, Christian Collet-Isval, pour nous parler de ce sujet-là, de l'industrialisation peut-être de la France. Ça fera peut-être partie des prochaines thématiques. Merci beaucoup, Christian Collet-Isval, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous toutes et à vous tous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir suivis. 19h16 sur Radio Grand Lac. C'était l'économie autrement. Un rendez-vous que vous pouvez retrouver très prochainement sur YouTube et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.